Voilà, nous allons voir ici les conditions d'utilisation en remblai, toujours dans le cadre du GTR. Alors, ces conditions d'utilisation, si vous vous souvenez, nous avions parlé de 7 rubriques de réalisation. Alors, ces 7 rubriques seront fonction essentiellement de la nature du sol et de la situation météorologique au moment de la mise en œuvre de ces couches au moment de la réalisation du chantier. Alors, ces 7 rubriques concernent 1. L'extraction des matériaux. On va nous dire comment extraire les matériaux, parce que le matériau, avant de le mettre en remblai, avant de l'utiliser en remblai, il faut l'extraire d'abord. Ensuite, l'action sur la granularité. Il y a des actions à mener sur la granularité pour que ça soit conforme. Il y a des actions à mener sur la teneur en eau. Qu'est-ce qu'il faut agir? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il faut aérer pour réduire la quantité d'eau? Est-ce qu'il faut arroser pour augmenter la quantité d'eau? Le GTR nous dira exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque type de sol. Le traitement, si un sol doit être traité, comment il doit être traité, avec quelle technique de traitement envisager. Donc, tout ça, le GTR nous le dira. Ensuite, des conditions de régalage. Ça concerne essentiellement l'épaisseur des couches à mettre en œuvre. Comment compacter? Donc, le compactage des sols. Et enfin, la hauteur des remblais. Voilà les 7 rubriques de réalisation sur lesquelles le GTR va revenir pour tous les matériaux donc de remblai, pour nous donner exactement les conditions d'utilisation de chaque matériau, évidemment déjà classifié selon la classification GTR, quelles sont les conditions d'utilisation de chaque matériau en remblai. Alors, évidemment, il va le donner sous forme de tableau. Vous allez voir que c'est des tableaux donc, qui vont donner toutes ces informations-là sous forme donc, de tableaux synthétiques. Alors ici, ces conditions sont exprimées en exigence technique directement, on peut intégrer directement dans les cahiers de charges des marchés pour obtenir quand même la qualité généralement demandée pour ces ouvrages. Alors, tout ça a été défini, d'une part, pour viser le juste niveau de qualité technique nécessaire en tenant compte des possibilités de mise en œuvre actuelles. Donc, l'aspect qualité est extrêmement important. Donc, ici, voilà, donc il est possible aussi que certaines conditions d'utilisation non envisagées dans le GTR, voilà, puissent être retenues ou bien puissent donner des satisfactions dans des contextes technico-économiques différents. Nous l'avons déjà dit, évidemment, le document a été élaboré tenant compte de l'expérience des laboratoires français, tenant compte évidemment des conditions climatiques françaises. Évidemment, tout cela peut être modifié, peut être adapté dans d'autres conditions climatiques, si toutefois voilà, une autre technique a été mise en œuvre, a été étudiée et que ça a donné des résultats satisfaisants. Alors, ça aussi tient compte des coûts moyens des différentes techniques utilisées. Donc, l'aspect technico-économique est extrêmement important. Alors, les 7 rubriques, je les rappelle ici, ils vont être codés. Il y aura des sigles et des codes. Donc, par exemple, l'extraction, on notera E. L'action sur la granularité, on notera grand G. L'action sur la teneur en eau, W. Le traitement, T. Le régalage, R. Le compactage, C. La hauteur des remblais, H. Et il y aura des codes. Des codes et des conditions d'utilisation. Alors, par exemple, je prends n'importe quel exemple, je prends la rubrique liée ici à quoi? À l'extraction. Alors, si on donne code 0, E0, cela veut dire qu'il n'y a pas de condition particulière à recommander. Par contre, si on vous donne code 1, on vous demande tout simplement d'extraire le matériau en couches d'épaisseur variant entre 10 et 30 cm. Code 2, toujours pour l'extraction, cela veut dire qu'il faut faire une extraction frontale avec un front de taille supérieur à 1 à 2 mètres. Donc, voilà les codes qu'ils vont utiliser. Par exemple, G, 0, signifie pas de conditions particulières à recommander.
G1 signifie élimination de tout ce qui est supérieur, tous les éléments supérieurs à 800 mm. 2, élimination des éléments supérieurs à 250 mm pour le fait. 3, fragmentation complémentaire après extraction. L'action sur la traîne anode, 0, oui, il n'y a pas de condition. 1, on vous demande de réduire la traîne anode par aération. 2, on vous demande de faire l'essorage par mise en dépôt provisoire. 3, on vous demande de faire l'arrosage pour maintenir l'état de tenir en eau. 4, humidification pour changer d'état. Là, il faut apporter des quantités d'eau plus importantes quand même pour humidifier le matériau. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le régalage, 0, pas de condition. 1, couche mince. 2, couche moyenne, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le GTR va utiliser ce langage-là. Donc, il faut le retenir. Donc, ça, c'est les 7 rubriques de réalisation des remblais. Il faut le retenir, ces 7, puisque quand on verra, par exemple, les couches de forme, ça ne sera plus 7, ça sera autour de 4, exactement 4 rubriques de réalisation. Mais là, pour les conditions de réutilisation des matériaux en remblai, voilà les 7 rubriques. Regardez ici la hauteur des remblais, 0, pas de condition. 1, hauteur des remblais faibles, c'est-à-dire inférieure à 5 mètres. 2, cela veut dire que des remblais de hauteur moyenne inférieure à 10 mètres. Vous voyez, donc, il y a pas mal donc, de recommandations que donne le GTR en fonction des différents types de sols, en fonction des conditions climatiques et qu'il vous le donne ici sous forme de code. Donc, on va les sortir un à un. Par exemple, quand je parle de l'extraction, donc, il y a 2 types, l'extraction en couche ou bien l'extraction frontale. Alors, l'extraction en couche permet d'avoir une bonne fragmentation. Si on extrait le sol par couche, ça permet donc d'avoir une bonne fragmentation et d'exposer le sol à l'atmosphère. Donc, possibilité de pouvoir jouer sur la quantité d'eau dans le matériau. Par contre, l'extraction frontale, évidemment, il y a des effets contraires au précédent, n'est-ce pas? Ça ne donne pas une bonne fragmentation, c'est pas exposé, ça n'expose pas le matériau à l'atmosphère pour réduire sa quantité d'eau. Par contre, ça permet de sélectionner les meilleures strates, les strates de meilleure portance, n'est-ce pas, pour les réserver pour le sol support, voilà, pour la partie supérieure des terrassements. Alors là, il faut noter un élément extrêmement important quand on extrait des matériaux, c'est l'aspect foisonnement. Foisonnement qui est forcément lié à la masse volumique des sols. Alors, il y a 2 types de foisonnement. Il y a ce qu'on appelle le foisonnement initial, qui est l'augmentation du volume d'un sol qui est extrait de sa position initiale et qui est amoindri lors d'opérations de décapage ou d'excavation. Donc, l'augmentation d'un volume de sol. Ici, donc, la référence d'un volume de sol par rapport à sa position initiale. C'est ça qu'on appelle le foisonnement initial. Alors, le foisonnement final, alors là, ça exprime la variation du volume d'un sol entre sa condition initiale, volume en place, et qui est ensuite compacté. Donc, c'est l'augmentation du volume d'un sol compacté ou bien la variation, parce que quand le sol est compacté, évidemment, le volume va diminuer. Donc, disons, la variation du volume d'un sol entre sa condition initiale et sa condition compactée lors, par exemple, d'une mise en opération de rond. Vous voyez que le foisonnement s'exprime toujours en pourcentage et prend en référence le volume à l'état naturel du sol à déblayer, du sol à enlever. C'est extrêmement important. Le foisonnement, pourquoi? Parce que la production des équipements de terrassement se calcule généralement à partir des volumes foisonnés, Donc, on peut le voir ici, c'est juste une illustration du foisonnement pour un gravier humide. Donc, en place, voilà le sol en place. Si on prend par exemple 1 mètre cube en place, ici, quand on l'extrait, un matériau, quand vous l'extrait de son milieu naturel, évidemment, il va augmenter le volume. Donc, le volume extrait qui est là, le volume extrait est transporté avant d'être mis en œuvre. Regardez ici, par exemple, dans le camion, il est à 1,15 mètre cube. Donc, il y a une augmentation de 0,15 mètre cube par rapport à 1 mètre cube. Donc, ici, on peut l'exprimer en pourcentage et l'augmentation ici de 15%. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, le foisonnement initial est apprécié ici. Le foisonnement final, c'est, regardez ici, c'est après compactage. Après compactage, vous voyez qu'ici, nous sommes à 1,02. Donc, par rapport toujours à la référence qui est le sol en place, vous voyez qu'il y a une augmentation
donc de combien? De 0,2 mètres cubes. On peut toujours le définir en pourcentage ici pour avoir, par exemple, 2%. Donc, voilà, ça, c'est le foisonnement final. Hein, le foisonnement. Donc, voilà, il faut toujours, voilà, ça, c'est juste un exemple pour un gravier humide. Pour dire que, évidemment, le sol, quand vous l'extrayez, il augmente de volume. Quand vous le compactez, il diminue de volume par rapport, évidemment, au volume extrait, mais par rapport quand même au volume en place, il y a toujours un foisonnement. Évidemment, pour apprécier ces foisonnements, il faut pouvoir faire des calculs de volume. Le volume total d'un sol, c'est la somme du volume des solides, des grains solides et des vides, n'est-ce pas? Alors, les vides, ce sont les vides constitués d'air et les vides constitués d'eau. Ainsi, le volume des vides est égal à la somme VA, c'est-à-dire le volume de l'air, plus le volume de l'eau. L'indice des vides, c'est extrêmement important parce que c'est le rapport entre le volume des vides et le volume des grains solides. Alors, lorsque le volume des vides est égal au volume de l'eau, c'est-à-dire que tous les vides sont remplis d'eau et que le volume d'air est donc égal à 0, en ce moment, on dit que le sol, il est complètement saturé. C'est ça qu'on appelle un sol complètement saturé. Alors, deuxième élément, l'action sur la granularité. On vous demandera, par exemple, d'enlever tout ce qui est supérieur à 800 mm. Ça, c'est la limite maximum des blocs de remblai par rapport à la puissance des compacteurs. Si vous avez des blocs qui sont supérieurs ou égaux à 800 mm, évidemment, le compactage ne sera pas efficace. L'action des compacteurs ne sera pas efficace. Alors, 200 mm, par contre, c'est la limite maximum qui permet le malaxage du sol avec un agent de traitement. Donc, si le sol doit être traité avec un liant, par exemple, en ce moment, il faut enlever tout ce qui est supérieur à 200 mm pour permettre un bon malaxage du sol avec l'agent de traitement. Alors, parfois aussi, il faut faire ce qu'on appelle une fragmentation complémentaire. Cela veut dire que pour un Dmax qui est compatible avec les compacteurs, on peut obtenir quand même une courbe granulomètrique étalée en faisant ici un compactage ou bien une fragmentation, je veux dire une fragmentation complémentaire. L'action sur la teneur en eau, il y a deux modalités. Soit on fait un arrosage simple durant la mise en œuvre, ça c'est pour maintenir l'état hydrique par conditions météorologiques évaporantes. Si les conditions météorologiques sont évaporantes, le matériau est déjà à sa teneur en eau optimale, mais durant la manipulation, vu que les conditions météorologiques sont évaporantes, évidemment, il peut y avoir une diminution de la teneur. En ce moment, il est recommandé de faire un arrosage simple à rampe fine durant la mise en œuvre pour maintenir l'état. Alors, ici, la deuxième modalité, c'est l'apport ici de grandes quantités d'eau. Alors là, c'est pour un matériau quand même dont la teneur en eau est très éloignée de la teneur en eau optimale. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un arrosage par grande quantité d'eau. Alors là, l'objectif, c'est de modifier l'état hydrique. Là, ça nécessite après ce qu'on appelle le brassage et le malaxage du sol, pour un bon mouillage du sol. Donc là, forcément, il va falloir maintenant bien mélanger, bien malaxer ici pour avoir un bon mouillage du sol. Donc ça, c'est un arrosage quand même par apport d'importante quantité. Évidemment, le contrôle de l'efficacité de tout ceci est nécessaire. Le contrôle de l'efficacité de tout ceci est nécessaire parce qu'il faut maîtriser quand même la technique. Il faut maîtriser la technique parce que, évidemment, les matériaux, avant de les compacter, il faut s'assurer qu'ils sont proches de leur teneur en eau optimale. Sinon, après compactage, vous aurez des difficultés, vous aurez des problèmes de compacité. Alors, maintenant, l'action sur la teneur en eau, dans le GTR, vous allez voir qu'on a dit que c'est en fonction des conditions météorologiques. Évidemment, pour toutes les rubriques, évidemment, ça peut être fonction essentiellement des conditions météorologiques. Alors, en ce moment, le GTR va utiliser des signes plus, 2 plus, égal ou moins. Alors, pour exprimer la situation météorologique. Alors, dans le GTR, quand vous retrouvez 2 plus, là, 2 plus. Alors, les 2 plus expriment la situation
exprime que la situation météorologique a pour conséquence ici d'accroître la teneur en eau du matériau de manière brutale et imprévisible. Alors, d'habitude, dans le GTR, on parle de plus forte. Si vous voyez plus forte, ça accompagne toujours les deux plus là pour vous montrer que ici, attention, hein, au moment de la mise en œuvre, il y a possibilité d'avoir ici une situation de pluie qui entraîne une augmentation brutale et imprévisible de la quantité d'eau. Alors, deuxième condition, c'est plus tout court. Alors, le plus tout court, un seul plus signifie que la situation météorologique a pour effet d'accroître la teneur en eau, mais de manière lente et relativement prévisible. Donc, vous voyez que dans ce cas, dans les tableaux, vous verrez l'expression pluie plus faible. Alors, égal, cela veut dire que la situation météorologique n'a pas d'action sensible sur la teneur du matériau considéré. En ce moment, vous verrez dans les tableaux, on dit ni pluie, ni évaporation importante. Cela veut dire que les conditions climatiques n'ont pas d'action sensible sur la quantité d'eau, sur la teneur en eau. Alors, moins, c'est une situation d'évaporation importante. Cela veut dire qu'ici, la condition météorologique a pour effet de diminuer la teneur en eau du matériau. De diminuer la teneur en eau du matériau. Il s'agit ici d'une diminution qui peut être considérée comme relativement prévisible, hein, par exemple dans la norme française ou bien dans nos pays quand on maîtrise les conditions climatiques. Donc, en ce moment, vous allez voir que dans l'expression, voilà, dans les tableaux, on va les désigner par évaporation importante. Évidemment, nous sommes dans une situation climatique qui favorise l'évaporation importante. En ce moment, ici, l'effet sur la teneur en eau du matériau ici, c'est donc de réduire cette quantité, cette teneur en eau donc dans le matériau. C'est la situation. Évidemment, donc, vous voyez que les conditions climatiques ne correspondent pas à des limites de température ou bien d'ensoleillement, etc. Mais ça dépend tout simplement des effets de cette situation météorologique-là sur la teneur en eau du matériau et ne correspondent pas forcément à des limites de température. Donc, c'est à l'ingénieur sur le chantier voilà, d'apporter, donc de faire l'évaluation donc, de tout cela afin donc de choisir la condition, hein, de choisir la situation météorologique qui permet donc de prendre en compte l'effet réel sur la teneur en eau des matériaux qu'il est en train donc de mettre en œuvre. Le traitement, alors, l'utilisation de la chaux, hein, le traitement peut se faire, voilà, donc ça c'est extrêmement important parce que dans certaines conditions, vous allez voir que le traitement, c'est la meilleure solution, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de sols qui présentent donc des problèmes où on envisage de faire un traitement avec donc des agents, donc des liants, n'est-ce pas? Notamment la chaux, notamment le ciment, les cendres volantes, les laitiers, les sous-produits industriels. Donc, ça c'est très fréquent, par exemple, avec les sols fins, moyennement ou très argileux. En ce moment, le traitement quand même occupe une place privilégiée parce qu'il est généralement recommandé. Alors, l'utilisation de la chaux, c'est pour les sols sensibles à l'eau et les sols trop humides. Donc, quand vous avez des sols qui sont sensibles à l'eau et qui sont très humides, évidemment, voilà, donc la chaux ici, avec la réaction d'hydratation donc de la chaux, qui est une réaction exothermique qui dégage de la chaleur, évidemment, ça permet de réduire ici la quantité d'eau, permet de réduire les teneurs en eau. Évidemment, il faut prévoir cette faisabilité technique et économique, la faisabilité technique au laboratoire, quels sont les dosages, quelles sont les performances, quelle est l'évolution donc des paramètres géotechniques tels que la plasticité, tels que la portance, tels que la densité en fonction des dosages en chaux, quel est l'impact économique, tout cela, donc il va falloir faire une étude complète afin donc de pouvoir envisager l'utilisation. Le régalage. Alors, c'est les épaisseurs des couches élémentaires à mettre en œuvre. Alors, ce régalage, là, donc, il y a deux types, il y a deux modalités.
soit on fait un régalage avec des couches minces, soit on fait un régalage avec des couches moyennes. Couche mince, l'épaisseur, c'est de 20 à 30 cm. Couche moyenne, c'est entre 30 et 50 cm. Alors ça, c'est vraiment pour assurer une bonne mise en œuvre en tenant compte des épaisseurs limites imposées par le compactage. Donc, parce que plus l'épaisseur de régalage est grande, moins sera l'efficacité, moins sera l'impact donc des compacteurs sur la compacité, n'est-ce pas? Donc, plus vous avez des épaisseurs trop grandes, moins vous aurez donc ici de bonnes compacité. Donc, ici, le fait donc de jouer sur les épaisseurs à mettre en œuvre, même permet d'assurer une bonne compacité, une bonne efficacité de l'action des compacteurs. Alors, justement, toujours là, il y a 3 niveaux de compactage. Parce que là, il faut parler aussi, donc, voilà, dans la rubrique compactage, il faut parler des énergies de compactage. Et vous allez voir qu'il y a 3 niveaux d'énergie de compactage. Il y a le niveau faible, qu'on appelle le code 3. Donc, l'énergie de compactage, code 3, cela veut dire qu'on va ici appliquer un compactage faible. Alors, ce compactage faible, d'habitude, on le fait pour les matériaux humides, pour éviter la saturation. Parce que quand vous avez un matériau humide, quand vous faites un compactage fort, vous savez que le compactage réduit les vides. Donc, en ce moment, plus vous réduisez les vides avec un matériau humide, donc plus vous allez vers la saturation. Donc, le degré de saturation, c'est le volume de l'eau sur le volume des vides. Donc, forcément, quand vous réduisez le volume des vides, vous augmentez le degré de saturation. Ça, c'est dangereux aussi pour des matériaux de remblai, d'avoir des matériaux qui sont proches de la saturation. Donc, ça, c'est dangereux. Donc, ce compactage faible, d'habitude, on va le réserver pour les matériaux humides pour éviter la saturation. Il y a aussi un compactage moins, code 2, et un compactage intense. Là, c'est plutôt pour les matériaux secs. Donc, pour les matériaux secs, évidemment, le code 1, là, on peut faire un compactage intense, sans risque donc de saturer le matériau. Donc, vous allez voir que, on le verra plus tard, qu'il y a des tableaux qui vont fixer les conditions d'emploi des compacteurs en fonction, évidemment, du matériau. La hauteur des remblais, c'est important. D'abord, dans le choix des matériaux, en fonction de la hauteur des remblais. Donc, en fonction de la hauteur des remblais, on sera amené à choisir la nature des matériaux, mais aussi l'étude de la stabilité, parce que plus les remblais sont hauts, avec des pentes, donc plus ici, le besoin se fera sentir donc d'assurer la stabilité des remblais, mais également le tassement, parce que plus le remblai est haut, plus le poids du remblai est élevé. Donc, forcément, plus les contraintes, plus les charges sur le sol sont élevées. Et donc, il y aura un tassement. Évidemment, du remblai proprement dit, le remblai lui-même va subir un tassement, ce qu'on appelle le tassement du remblai, le tassement proprement dit du remblai, mais il y a aussi un tassement sur le sol de fondation, sur le sol sur lequel repose le remblai. Évidemment, le remblai va transmettre une charge sur le sol, et évidemment, ce sol peut subir, en fonction de sa compressibilité, un tassement. Donc, c'est important ici d'apprécier la hauteur des remblais pour étudier la stabilité et les tassements donc, de ce remblai. De toutes les façons, les remblais de grande hauteur qui sont supérieurs à 10 mètres, on va les considérer comme des ouvrages d'art. Comme un ouvrage d'art, et donc, va faire l'objet d'un dossier d'ouvrage. Alors, en ce moment, on va distinguer les remblais de faible hauteur. Les remblais de faible hauteur sont limités à 5 mètres maximum. La hauteur maximale, 5 mètres. Alors, les remblais de hauteur moyenne, c'est les remblais de hauteur compris entre 5 et 10 mètres. Au-delà de 10 mètres, c'est ça qu'on appelle les remblais de grande hauteur, qu'on considère comme des ouvrages d'art, comme on l'a dit, et doivent faire l'objet d'un dossier d'ouvrage. Et voilà, donc vous allez voir comme ça, sous forme de tableau, avec donc des colonnes. Voilà, donc voilà, vous allez voir, le GTH vous le donne comme ça, sous forme de tableau. Donc, pour chaque classe de sol. Donc, pour chaque classe de sol, chaque sous-classe dans le GTR, vous allez retrouver donc le tableau qui vous donne les conditions d'utilisation en remblai.
Donc, vous allez voir plusieurs colonnes. Cette première colonne, par exemple, voilà, vous avez le type de sol. Le sol et son état hydrique. Donc, forcément, vous avez le sol et son état hydrique, n'est-ce pas? Ici, il s'agit de l'état hydrique du sol constaté à l'extraction, n'est-ce pas? Constaté à l'extraction du sol. Donc, voilà. Maintenant, cet état hydrique peut être plus ou moins modifié au moment de la mise en remblai, n'est-ce pas? Suivant la situation météorologique du moment. En tout cas, c'est voilà, c'est vraiment cette place de sol-là, au moment de la mise en œuvre, qui va être considérée. La deuxième colonne vous donne des observations générales, n'est-ce pas? Donc, vous donnera des observations générales ici, donc vraiment pédagogiques, n'est-ce pas? Par exemple, ici, il vous dit que, prenez l'exemple de ce sol-là, A2H. Il dit que ces sols sont difficiles à mettre en œuvre en raison de leur faible portance. La mise en dépôt provisoire et le drainage préalable ne sont habituellement pas des solutions envisageables dans le climat, par exemple, français, qui est un climat voilà, méditerranéen, humide, etc. Mais, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, dans nos pays tropicaux, par exemple, la mise en dépôt provisoire et le drainage préalable peuvent quand même donner des garanties, peuvent donner satisfaction. Donc, attention donc, à l'utilisation du GTR. Donc, c'est pourquoi on dit que, évidemment, celui qui doit l'utiliser, évidemment, donc, en fonction de son expérience, doit pouvoir apporter les modifications, les adaptations nécessaires en fonction de son expérience, en fonction des conditions climatiques. Pourquoi? Parce que tout cela, on a dit que le GTR ne donne que des indications, ne donne des références. En ce moment, c'est à l'ingénieur, quelle que soit la situation météorologique, c'est à l'ingénieur d'apprécier et de pouvoir quand même voilà, apporter donc, les corrections si nécessaire. Donc, il dit qu'ici, dans le cas de ce sol, le matelassage est important et à éviter. Pourquoi? Parce que c'est des sols qui vont subir de très grandes déformations. Mais non. Évidemment, ce sol, c'est un sol A2H qui est difficile à mettre en œuvre, mais tout dépendra aussi de la situation météorologique, n'est-ce pas? Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de plus, c'est-à-dire plus faible. Alors, quand vous avez un sol A2H, quand nous sommes dans une situation de plus faible, évidemment, c'est une situation donc ne permettant pas la mise en remblai avec des garanties suffisantes. S'il pleut, même si c'est une pluie faible. Je ne parle même pas de l'autre, la plus forte, là, vous ne voyez même pas, ce n'est même pas envisageable. Au minimum, c'est plus faible. Maintenant, ici, ce n'est même pas envisageable. Non. Par contre, si la situation météorologique n'est ni évaporante, n'est-ce pas? Vous vous souvenez tout à l'heure, ni pluie, ni évaporation importante. Il n'y a ni pluie qui pourrait augmenter la quantité d'eau, ni évaporation importante qui pourrait diminuer la quantité d'eau. Alors, en ce moment, il y a deux solutions. Solution 1, c'est le traitement. Et traitement à la chaux. Évidemment, c'est un sol avec une importante quantité d'eau. Vous voyez que donc ici, donc, vous voyez, voilà, la chaux, l'effet de la chaux peut être efficace. Il faut faire un compactage moins. Pourquoi? Parce que le sol est dans un état hydrique humide. Si vous faites un compactage fort, vous risquez de le saturer. Donc voilà, vous voyez les codes sont là, etc. Deuxième solution, c'est l'utilisation en l'état. Donc, l'utilisation en l'état, évidemment, si le niveau de trafic le permet, si la route n'est pas tellement importante, si elle n'est pas trop sollicitée, on peut envisager dans ces situations-là, ni pluie ni évaporation importante, faire une utilisation en l'état. Alors là aussi, il faut faire un compactage faible et la hauteur des remblais, il faut le limiter à 5 mètres. Donc, il faut faire des hauteurs faibles, 5 mètres. Sinon, avec le poids, évidemment, ça va entraîner des déformations extérieures. Par contre, si nous sommes en évaporation importante, là, les conditions climatiques permettent une évaporation. Et en ce moment, la première solution, c'est d'aérer. Donc, il suffit d'aérer, d'ouvrir le matériau pour que l'action de cette évaporation puisse se faire et donc réduire la quantité d'eau. Et même dans l'extraction, on vous demande de l'extraire en couche. Donc, en l'extrayant par couche, vous l'exposez aux agents climatiques. Donc, vous avez la possibilité de réduire sa quantité. Deuxième, l'action sur la teneur en eau, c'est la réduction de la teneur en eau par aération. R, il
faut faire le régalage en couche mince. Vous voyez, hein, en régalant toujours en couche mince, vous avez la possibilité, donc, toujours, voilà, de faire jouer l'action de l'évaporation import-import. Alors, c'est le compactage. Il faut faire un compactage moyen pour éviter la saturation. Et la hauteur des remblais, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 10 mètres, mais il ne faut pas dépasser 10 mètres. Maintenant, la deuxième solution, évidemment, si le niveau de trafic, si l'importance de la route le justifie, on peut faire un traitement à la chaux et faire un compactage. Vous voyez toujours que les codes sont toujours là. Vous pouvez toujours correspondre les codes aux actions qui sont préconisées ici. Donc, voilà, hein, sous le GTR, voilà, les conditions de réutilisation des matériaux en remblai. Il vous le donne toujours ici avec les codes qui sont très explicites. Donc, voilà. Donc, je sors ici un tableau. Hein. Ce tableau, je fais juste une capture d'écran hein, du GTR. Voilà, pour connaître, voilà, pour avoir les principes généraux, il faut aller dans le fascicule 1. Par contre, les détails, hein, c'est-à-dire que même dans le fascicule 1, on sort juste un exemple de sol, un sol B ou bien un sol A. Par contre, pour tous les autres tableaux, le reste de tous les tableaux, pour tous les types de sols, il faut retourner, il faut aller dans le fascicule 2 où vous allez trouver donc, les détails. Donc ça, j'ai fait juste une capture. Par exemple, pour un sol B1, B2, dans des états hydrauliques, très humides et humides. Donc, vous pouvez avoir voilà, le reste, les détails, tout cela dans le fascicule 2. Dans le fascicule 2. Alors, donc juste voilà, par exemple, il vous le donnera comme ça, sous forme la B, sous forme, avec voilà, le type de sol, la classe de sol. Ouais, ces classes-là, c'est quoi? C'est des classes GTR. C'est quoi? On a dit que la première chose à faire, c'est de faire la classification GTR des sols. Donc, tu as la classe en fonction voilà, de la nature du sol et de l'état hydrique. Voilà. En fonction de ça, le GTR te dira voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, un sol B2 très humide, sol normalement inutilisable en l'état. Dit que ces sols sont inutilisables dans cet état, mais une mise en dépôt provisoire ou un drainage préalable pendant une période suffisante, hein, par exemple plusieurs semaines, peuvent permettre de les reclasser en B2H. Donc, ici, quand on fait la mise en dépôt provisoire ou bien faire un drainage préalable, ça permet de surclasser le sol. Un sol qui était dans un état hydrique très humide va être surclassé en un état hydrique B2 humide. Par exemple, vous voyez ici. Maintenant, lorsque le sol est dans un état hydrique humide, en ce moment, c'est toujours sensible à la situation météorologique. Mais on peut envisager l'utilisation en fonction tout simplement de la situation météorologique, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est juste un extrait que j'ai fait donc, du GTR. Pour voir tout le reste maintenant, il faut se reporter au document. Et enfin, une fois que vous avez fini maintenant de faire vos remblais, donc on a dit que les 1 mètre supérieurs constituent la partie supérieure des terrassements et que la surface constitue la race de terrassement. Là, nous allons maintenant apprécier la qualité de la race de terrassement. C'est extrêmement important ici. Pourquoi? Parce que cette PST-là, cette terrasse de terrassement, nous avions déjà dit que cette terrasse, cette PST doit respecter donc un certain nombre d'exigences. D'abord à court terme et ensuite à long terme. Alors, à court terme, on a parlé de la validité du terrassement. Donc, quand vous entendez parler de court terme, c'est pour la réception, pour la validité du terrassement. Cette validité est importante parce que c'est celle-là qui permet la réalisation de la couche de fondation. C'est des points d'arrêt. Cette plateforme doit être réceptionnée. En termes de performance avant donc de pouvoir enchaîner avec les travaux de la couche de fondation. Alors, à court terme, cette terrasse de terrassement doit présenter ce qu'on appelle un orniérage limité. L'orniérage doit être limité pour faciliter une bonne traficabilité. Par exemple, regardez-moi cette PST-là. Vous avez vu ici, vous avez des déformations excessives sous l'effet. Donc, regardez ce camion-là, qui n'est même pas chargé, mais en passant sur cette PST, vous voyez ici, donc c'est pour éviter cette déformation-là, ces orniérages élevés-là, il faut quand même que la PST
et ce qu'on appelle un orniérage limité pour assurer une bonne trafic. Deuxième élément, c'est la portance minimale. Cette PST doit avoir une portance minimale qu'on a ici par le module EV2. Alors, cette portance minimale, ça permet même le compactage de la couche de fondation. Parce que si la PST n'offre pas une résistance minimale, ne serait-ce que pour permettre le compactage de la couche de fondation, évidemment, vous aurez une couche de fondation qui présentera forcément des défauts, des défauts de compacité, des défauts de portance. Alors, la portance minimale c'est 35 mégapascales si la couche de fondation est en matériau traité, ou 20 mégapascales si la couche de fondation est en matériau granulaire. Enfin, il y a l'altimétrie. Il faut contrôler l'altimétrie pour assurer l'épaisseur de la couche de fondation. Parce que si vraiment votre arase de terrassement est très irrégulière, n'a pas un bon nivellement, en ce moment, cela dit que l'épaisseur de la couche de fondation sera même, voilà, on aura du mal à respecter l'épaisseur de la couche de fondation. Alors, c'est à l'issue de tout cela, maintenant, qu'il faut classer donc cette PST-là en fonction des 7 cas de partie supérieure des terrassements qui existent. Dans le GTR, vous allez voir qu'en fonction de la nature des matériaux qui sont dans cette partie des 1 mètre supérieur, c'est-à-dire la partie supérieure des terrassements, en fonction des classes de matériaux, donc GTR, qui sont dans ces 1 mètre supérieurs-là, on va définir 7 cas de PST. Donc, ces 7 cas de PST sont en fonction de la classification géotechnique des sols, évidemment, des conditions hydriques qui intéressent, comme on l'a dit, le mètre inférieur. Alors, maintenant, à long terme, hein, quand on parle de long terme, c'est vraiment pour la classification du terrassement. Pour la classification du terrassement. Parce qu'à chaque PST, à chaque classe de PST, sera associée une ou 2 classes de portance à long terme de la rase. Donc, les classes de portance à long terme de la rase, on parlera de AR, AR1, AR2, AR3, AR4. Et chaque PST, chaque classe de PST, en fonction évidemment des dispositions constructives, on va, en fonction aussi de la nature des sols qui sont là-bas, on va associer une ou 2 classes de portance, mais ceci à long terme. Donc, les 4 niveaux de classe de race associés, voilà, on les voit ici, AR1, AR2, AR3, AR4. Évidemment, plus la classe augmente, plus le module, plus la rigidité de la race de terrassement augmente. Une classe de race de terrassement AR4, vous voyez qu'elle a une portance beaucoup plus élevée qu'une classe de race AR1, évidemment. Alors, voilà les 7 cas de PST qui existent. On a parlé de PST0. Regardez cette PST0-là. C'est d'habitude des sols A, B2, B4, B5, B6, C1, mais qui se trouvent dans un état hydrique très humide. Regardez ici, l'état hydrique très humide. Regardez ce poids lourd-là qui est embourbé là. Donc, c'est parce que les sols, c'est des sols qui se trouvent dans un état hydrique. Alors ça, vous les rencontrez dans les zones tourbeuses, dans les zones marécageuses ou les plaines inondables, n'est-ce pas? Donc, cette PST-là, vraiment, en tout cas, la portance de cette PST vraiment risque d'être quasi nulle au moment de la réalisation de la. Alors, cette PST, on lui associe la classe d'arase AR0. AR0. Alors, quand vous avez ces zones-là, vraiment, ce qu'il faut faire, il faut des solutions d'affranchissement de ces zones-là. Alors, voilà, il faut vraiment trouver des solutions d'affranchissement donc, de ces zones. En faisant quoi? En faisant des opérations de purge, de substitution, ou bien ou de drainage, hein, n'est-ce pas? Puisqu'il y a de l'eau. Vous voyez que la nappe phréatique ici, c'est presque là, affleurante. Donc, forcément, il faut associer cela à un drainage tel que des fossés profonds, tels que des rabattements de nappes, des rabattements de nappes, de manière à pouvoir le reclasser au moins vers AR1. Vers AR1. Alors que ici, c'est des classes de portance qui sont. Ainsi de suite, vous avez la PST numéro 1. Alors là, c'est des sols dans un état hydrique humide, n'est-ce pas? Alors, donc là, d'habitude, voilà, là, on peut faire 2 solutions. Soit
on fait une amélioration du matériau jusqu'à 0,5 m d'épaisseur pour pouvoir le ramener à PST2 ou PST3 ou PST4 selon le contexte, ou bien exécuter une couche de forme au-dessus. Une couche de forme au-dessus. En tout cas, c'est voilà, le contexte de PST en matériaux sensibles, de mauvaise portance au moment de la mise en œuvre de la couche de forme, et peut-être sans possibilité d'amélioration à long terme. Moi, on l'associe à la classe AR. Ainsi de suite, vous voyez qu'au fur et à mesure ici, la qualité des matériaux augmente. Regardez, la PST est dans un état hydrique moyen, n'est-ce pas? Alors là, on va l'associer à R1. Ici, regardez la PST3, n'est-ce pas? C'est les mêmes matériaux ici, mais avec une bonne portance au moment de la mise en œuvre, mais qui peut chuter quand même à long terme sous l'action de l'infiltration des eaux pluviales. Alors, il y a deux possibilités, AR1, AR2. Donc, cette classe de PST est associée à deux classes de races de terrassement, AR1 et AR2, évidemment en fonction des dispositions constructives qui sont prises. Si des dispositions constructives telles que le drainage à la base de la chaussée et l'imperméabilisation de l'arase sont prises, en ce moment, ça permet donc d'être à une classe d'arase ici AR. Tout dépend évidemment des dispositions constructives. Ensuite, ainsi de suite, vous avez la PST numéro 4. Ici, voilà. Vous voyez qu'ici, la portance va augmenter, n'est-ce pas? Voilà. Mais ici, c'est des matériaux vraiment sensibles à l'eau, mais qui vraiment améliorés à la chaux ou au liant hydraulique selon une technique Remblai sur une épaisseur de 0,3 à 0,5 m. En ce moment, donc, il y a une amélioration qui est faite. Et là, la portance, la classe d'arase est AL2 qui est associée. Évidemment, donc ici, voilà, l'arase peut localement être, voilà, la portance ici est relativement élevée. Ainsi de suite jusqu'à PST numéro 5. Quand vous voyez les PST numéro 5, ça va vers le sol B1D, vers même les matériaux rocheux, les matériaux rocheux qui sont très durs. Voilà, vous avez aussi PST numéro 6, là c'est carrément des matériaux rocheux, des terrains rocheux. Voilà, donc ici les classes de race AR3, AR4, là, AR2, AR3. Donc ici, donc plus le terrain est rocheux, évidemment plus c'est dur. Dans des zones rocheuses, on a toujours de bonnes routes. Normalement, on devait avoir de très bonnes routes dans des zones rocheuses. Voilà donc les 7 cas de PST en fonction de la classification géotechnique de ça. Alors, on va terminer par quelques sols à éliminer. Alors, certains sols ont des propriétés insuffisantes pour construire une arase de terrassement. Voilà, donc on doit les éliminer par des purges, substitutions, sur une épaisseur pouvant aller jusqu'à 1 mètre. C'est à peu près les sols qu'on a vus au niveau de la PST numéro 0. Donc, c'est des sols gonflants. Par exemple, avec le gonflement linéaire mesuré dans le moule sévère durant l'essai sévère. Si ce gonflement est supérieur à 2% aussi, voilà que ça peut poser des problèmes. Les sols très hétérogènes. Les sols organiques, dont la teneur en matière organique est supérieure à 10%. Donc, c'est des sols très compressibles. Donc, c'est des sols à éliminer. Les sols très compressibles, tels que les vases, les tourbes, on l'a vu, avec un coefficient de compressibilité à l'odomètre supérieur à 0,2, n'est-ce pas? Aussi les sols très argileux, ou bien les sols à faible portance. Par exemple, les sols dont l'indice de plasticité est supérieur ou égal à 40, ou bien la limite de liquidité est supérieure ou égale à 70, ou bien le CBR est inférieur à 5. Ça, vraiment, c'est des sols à problème correspondant à des PST numéro 0. En ce moment, il faut les éliminer. Alors, on peut aussi envisager l'amélioration de la portance de l'arase. Nous l'avons vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce que pour réaliser le chantier, pour permettre la circulation des engins de chantier, il est indispensable d'avoir au moins une classe d'arase AR1, entre 15 et 20 mégapascales, avant mise en œuvre d'une couche de matériaux granulaires, ou bien 30 à 35 avant mise en place d'une couche de forme ou d'une couche traitée, d'une couche de forme ou d'une couche de fondation traitée. Nous l'avons vu tout à l'heure, notamment dans voilà, la portance minimale EVT. En ce moment, on peut envisager des techniques d'amélioration
autre que la substitution ou la purge, évidemment, qu'on appelle la stabilisation. On peut ajouter, par ajout donc de matériaux granulaires, essayer de renforcer la structure d'un matériau, ce qu'on appelle la stabilisation mécanique. J'ai vu la stabilisation chimique avec le ciment, avec la chaux, mais on peut envisager aussi des techniques de lithostabilisation, de stabilisation mécanique afin d'améliorer les performances d'un matériau tremblé. Il y a aussi l'utilisation d'un géotextile. Nous avons parlé de l'utilisation des géotextiles qui peuvent réduire l'épaisseur des couches, comme l'épaisseur de la couche de forme, ou bien l'épaisseur des couches, des sous-couches, quand on met en place un géotextile, ou bien même le remplacer complètement. Les géotextiles aussi peuvent jouer un rôle dans l'amélioration des qualités et de la portance de la race de terrassement. La stabilisation chimique, nous l'avons déjà dit, c'est le traitement par la chaux ou le ciment, ou bien même un mélange de chaux et de ciment. Il y en a qui le font. Ou bien un mélange, ou bien un traitement avec d'autres liants hydrauliques. Voilà ce qui termine la présentation sur les conditions de réutilisation des sols en remblai. Merci.